Pour les pique-niques. Rixe a éclaté cette nuit au canal Saint-Martin. Une violente rixe a éclaté cette nuit au canal Saint-Martin. Là, ça fait hooligan. Ces affrontements se sont déroulés en marge de la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice qui a lieu ce vendredi 22 mai au Stade de France. Des ultras niçois réputés proches des idées de l'extrême droite seraient impliqués. Ils sont venus dans la capitale pour assister au match de ce vendredi. On a pris une grosse masse qui arrivait, qui a commencé à déborder, qui a traversé tout le pont. Mais là, tu peux dire que quasiment tout le pont est quasiment pris. Enfin, et là, tu vois, ça commence déjà à s'envoyer des bouteilles. Enfin, c'est... J'ai vu une meute arriver de jeunes habillés en noir. C'était affolant. Autour de 23h30 ce jeudi, une centaine de supporters de la mouvance ultra de l'OGC Nice déboulent dans le 10e arrondissement. On travaillait normalement, et puis on a vu une espèce de nuée de gens arriver. Ils défilent dans la rue, puis commettent des violences juste devant ce bar, l'Atmosphère, où Enzo travaille comme serveur. Ça a commencé à crier un peu de l'autre côté du canal Saint-Martin, donc les gens ont commencé à avoir peur. Nos clients se sont réfugiés, il a commencé à avoir bagarre. Je pense peut-être aussi avec nos clients, et puis certains sont rentrés se réfugier. Les clients et passants assistent à une scène de chaos. Les lumières se sont éteintes, on n'a pas compris trop ce qui se passait, et puis donc on s'est caché sous les tables comme on a pu, et puis on a attendu un peu que ça passe. Certains sont agressés. Un mec leur a les insultés de facho, tout ça, ils sont revenus, ils ont ciblé. Ils ont tabassé un jeune qui était par terre. Ils ont pris les tables de la terrasse pour les jeter contre le restaurant. Alertés, les forces de l'ordre interviennent pour disperser la foule. 65 personnes ont été placées en garde à vue, précise la préfecture de police, qui indique que certains portaient sur eux armes blanches, cagoules et gants coquets. 6 personnes auraient été blessées, dont une grièvement. Dégâts, il y en a beaucoup. De toute façon, toutes les tables ont volé, toutes les chaises ont volé. J'ai plus de verre, plus de couverts, plus de sous-tasses, plus de tasses à café. Plus rien. Là, j'attends que les fournisseurs viennent ramener. On va aller faire les courses aujourd'hui et tout racheter. Donc l'ampleur des dégâts, je ne sais pas, c'est des dizaines de milliers d'euros là. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a condamné les agissements de supporters affichant une certaine proximité avec l'extrême droite. Je viens d'apprendre que c'était pour le foot. Je me dis, il y a des guerres à l'extérieur. Il y a des guerres à l'extérieur où c'est réel. Et là, pour du foot, on fait la guerre, parce que c'était la guerre en fait. Ce soir, pour la finale, 2200 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser le match entre Lens et Nice. Il est classé à risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.
You absolutely can't miss when you're in Delhi. And today we're eating some of the greatest Indian street food in Old Delhi, including a hidden curry spot that's open for just 2 hours a day and attracts die-hard food lovers. A street food that will unlock new taste buds you didn't know you had. Oh wow, this is the real deal. And will brave an Old Delhi institution for a near mythical meal that opens at 5:30 p.m. and sells out in 30 minutes. Welcome to Old Delhi, India. So good to be back in this incredible city. The last time I was here was almost 14 years ago, but not even for a moment did I forget the glories of Delhi street food. This time I'm with my friend Anubhav, who's eaten just about everything in Delhi, and today he's taking us to try only the best of the best. And we are starting with Fateh Ki Kachori. That's the most popular kachori spot in Delhi. Oh man, there's a crowd. Anytime you're in India or in Delhi, when there's a crowd huddled around, you know there's something extraordinary, something incredibly tasty. The shop is open only in the daytime, and they serve matar kachori, then they have chole kulche, and they have kulcha rolls. And they're serving everything on a bicycle here. Yeah, so there's coriander, there's ginger, the kachoris. Kachori is like a puffed pastry, and it is served with dal, lentils, and they serve it with chickpeas. Lime juice goes in. So it starts with just the boiled chickpeas. Now he's mixing in all the spices, the masala. Then in goes a handful of coriander and ginger. Yeah, so they kind of just top that kachori with that chickpea. He's so fast though with those kachoris. He's just lathering it with that chickpea paste. The chutney, ginger goes on, masala spices goes on, sprinkles it with coriander, and then more chutney. That's the sweet chutney that goes on top. But it's definitely not over yet. It still goes on. Green chilies goes on, sprinkled with onions as well. Man, that process of making this kachori is incredible, and they could do it with their eyes closed. They do it just non-stop. So usually kachori, there are different versions of kachori. Some kachoris are puffed ones. Here it's more like a flat one. So you pick up the whole, yes, the whole kachori? Yeah. I love the ginger and the onions and the coriander and all the different chutneys. You know this is going to be something that touches and hits all of your taste buds. Oh wow. It's fresh. That's extraordinary. Oh, it has like this fruity chutney flavor to it. Is that from tamarind? It's from tamarind and which is the spinach, and then they just cover it with a whole handful of sliced onions and chutney. And one of the reasons it's so packed is because it's kind of at the intersection between the main road over here and the market lane over here, and we're at the corner of the intersection. Oh, wow, what a place. Okay, and you were saying this is one of your favorite dishes, Anubhav? I love rajma chawal. It's called rajma, which is the kidney beans, then the palak, the spinach, there's some paneer, and then the squirt of chutney, and I love how he just puts a whole handful of onions on top. Mix that with the rice, it's all completely soaked in. There's multiple chutneys on top as well, all completely hydrated into the rice. The kidney beans just melt in your mouth like they're so soft. And then you can move over, mix in with some of the palak paneer with the cheese. The palak is over on this side, but kind of just slurried into the whole mix, the general mix. Oh, I love the palak. You immediately get that vegetal green spinachy flavor. But then it's made into this sauce, so it's pureed, just enough creaminess, but not too rich. You get the cumin seeds in there, you get the creaminess of that palak. Which combination you like the most? Palak paneer or rajma? I like it both. I couldn't decide which one I like more. Man, I love this combination. And then every now and then you get some of that like coriander chutney. You get a crunch of the onion. And I think this is one of those dishes that kind of gets better and better as you keep on eating it, because everything starts to swirl and mingle together with those chutneys. It's a healthy meal, like a proper home style kind of dish. Yeah, you're right. Something that everybody loves, everybody appreciates. Comfort food. It's comfort food. Yeah, that's true. Oh, it's so tasty though. It doesn't taste heavy. Like it's not too ghee heavy.
Yeah. It is pure comfort food. And you'll just see, there's no seating. It's just a stall on the corner where they continually dish out, and people just stand throughout this entire intersection just enjoying fresh, home-style food. Let me drive through the light, try to cross the line. If only we could stop the time. Here waiting, they've opened the nihari. Look at how tender it is. The marrow is seeping out. Down here, he's taking out all the marrow from the buffalo bones. And then you gotta remove some of that oil, because that's so much oil. So now that he scooped out the bones, then he scoops out some of that oil, like ladles of oil, the animal fat that has melted into it, and now revealing that extremely rich nihari stew. And that's been cooking for like 10 hours, simmering in there. It is so thick, just smoldering. What a spot, what an experience. Oh, and now they're starting to sell it. I think you just give however much money you want for the portion size that you want. This is unbelievable. I've never seen anything quite like this in my life. Things are in full force right now. This is why they sell out in 30 minutes. It's like an auction. This is like a nihari auction. It is just intense, and they're just scooping and shouting and yelling, handing out money. This is so cool. Oh, with the bone marrow and the oil on top, sprinkled with ginger and green chilies. And I think this is ours right here. They have truly taken food to an extreme sport. We almost couldn't get out. We're almost stuck inside. We're gonna go eat it in the shop next door where there's some seating. Here it is. Some people say the best nihari in the world. We got it mixed with the brains, with the meat, with the marrow, all scooped in with that red oil on top. Okay, so I'll go for a piece of the bread. And yeah, it's baked fresh. It is fluffy. It's got to be fluffy to be able to absorb that oil and fat. And you make like a little pocket. And then first, before scooping in the meat, I'm just gonna go for that like melted meat and oil and the green chilies and ginger. That's why you have to have puffy, thick bread for all that sauce. Oh. Oh, wow. Oh. Nothing will prepare you for your first bite of this nihari. The contrast of the rich meat oil has been melted down with like those spices, and then you've got the freshness of those green chilies with the heat of the green chilies. All that meat just simmered until it just completely, literally dissolves into the gravy. That is a meat stew of your dreams. Look at that, it just completely melts. You can just break that meat with bread. Oh, wow. That actually is unbelievably tasty. And you probably think I say this all the time, that it melts in your mouth. But if that ever defines a food melting in your mouth, it's this nihari right here. You don't need teeth for this. It dissolves on your tongue and just melts with the meat and the gravy and the oil. That's why there's such a crowd, why it's in so high demand, and why it sells out in 30 minutes. Let's try. And that was all.
J'ai honte de te dire ça. Mais au cours de la journée, je ne peux pas satisfaire beaucoup de mes besoins humains. Je ne peux pas me lever et je ne peux pas travailler. C'est pour cela qu'aucune femme ne s'intéresse à moi. Je ne peux pas satisfaire mes besoins sexuels et, en tant qu'homme, vivre ainsi est vraiment humiliant. Tu vois la situation, n'est-ce pas? En plus de tout ça, on est obligé de ramasser les ordures dans cette saleté. En vivant ici, j'essaie vraiment d'être patient. D'un côté, l'eau de pluie arrive, je nettoie cet endroit. Un autre jour, il y a des tas d'ordures de l'autre côté de ma maison. Je souffre vraiment et j'ai du mal à tenir le coup. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse produire des produits de la même qualité que nous. Si les gens deviennent chômeurs à Mumbai, cela provoquera un grand chaos, la criminalité augmentera et l'ordre public dans le pays sera perturbé. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas de travail. Ils trouvent ces emplois trop pénibles et cherchent des tâches plus faciles. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ne travaillent pas. Moi, à mon âge, je travaille. J'aurais beaucoup aimé pouvoir travailler dans le secteur des légumes en Europe, ouvrir un stand, mais pour l'instant, cela semble difficile. La question, c'est seulement d'obtenir un visa. Après ça, tout devient facile. Peut-être que je pourrais trouver quelqu'un là-bas, me marier et obtenir un permis de séjour. Partout dans le monde, de nombreuses personnes mènent une vie difficile. Même à l'ère moderne, tous les pays n'offrent pas un environnement sain. Les pays à très forte densité de population sont confrontés à davantage de chaos, de stress et de problèmes environnementaux. L'Inde, par exemple, est connue pour être le pays le plus peuplé au monde, avec environ 1,5 milliard d'habitants. Ces villes se distinguent par leurs millions d'habitants. Par exemple, Mumbai, une ville industrielle située à l'ouest du pays, compte plus de 20 millions d'habitants, selon diverses sources. Des millions de personnes venues de toute l'Inde migrent vers Mumbai à la recherche d'un emploi. Incapables de payer les loyers élevés des immeubles d'habitation, elles sont contraintes de vivre dans des bidonvilles. C'est précisément là que commence le chaos. Dans cette ville, qui reçoit un afflux massif de migrants, le chaos, les problèmes d'hygiène et la pauvreté sont omniprésents. Certains veulent fuir vers l'Europe, tandis que ceux qui ont des problèmes de santé recherchent des femmes capables de répondre à tous leurs besoins. Alors que certains craignent que l'intelligence artificielle ne leur prenne leur emploi, d'autres se plaignent que les eaux usées inondent leurs maisons. Les jeunes enfants forment des gangs pour commettre des petits larcins dans les ruelles, tandis que d'autres dorment dans des débarras étouffants. Même les éboueurs, contraints de ramasser les ordures, en ont assez des problèmes de la ville. Pour mieux illustrer ces récits, nous avons arpenté les rues de Mumbai, en Inde, et discuté avec les habitants pour mieux comprendre leur quotidien. Nous avons roulé un moment à moto. La ville étant extrêmement densément peuplée, il y avait beaucoup de motards dans les environs. Le moyen de transport préféré pour les taxis est le célèbre tuk-tuk indien. À mesure que nous approchions du bidonville depuis le centre-ville, les gratte-ciels ont laissé place à de petites cabanes de fortune et à des boutiques rudimentaires. La quantité de déchets autour de nous augmentait et des odeurs nauséabondes nous piquaient le nez. Nous nous dirigions vers Dharavi, l'un des bidonvilles les plus densément peuplés au monde. Ce bidonville a la taille d'une grande ville et plus d'1 million de personnes vivent dans ces cabanes. Une fois arrivés, nous avons fait une petite promenade pour nous imprégner de l'atmosphère des lieux avant d'aller à la rencontre des habitants. Dès que nous sommes descendus de la moto, nous avons vu des routes abîmées et pleines de nids de poules. En levant les yeux, nous nous sommes retrouvés au milieu d'un bruit de circulation incessant. Après avoir longé la route principale pendant un moment, nous nous sommes approchés du bidonville. C'est exactement à cela que ressemblent les habitations dans les bidonvilles les plus densément peuplées d'Inde. Certaines sont en briques sans crépi, d'autres sont faites de fines tôles. Une route et un lit de rivière asséché longent les maisons. Cependant, le cours d'eau asséché est presque entièrement recouvert de déchets et dégage une odeur nauséabonde. Les déchets ne se trouvent pas seulement dans le ruisseau, ils sont également abondants dans les ruelles. À ce moment-là, nous avons croisé 2 éboueurs et leur avons posé des questions sur le quartier. Tu vois la situation, n'est-ce pas? Dans toute cette saleté, on est aussi obligé de ramasser les ordures. Il faudrait plus de personnel. On n'arrive pas à suivre avec les déchets, mais aucun responsable ne nous prend en compte. Combien de personnes travaillent ici? Depuis quand travaillez-vous? Depuis quand faisons-nous ce travail? Ça fait combien de temps?
Ça doit faire plus de 15 ans. Ça fait 15 ans. Vous ne recevez jamais d'aide de votre syndicat? Est-ce qu'ils font quelque chose, eux? Ils ne font rien d'autre que se disputer. D'après ce que nous avons compris, il y a des problèmes de gestion dans la ville, et il semble que certains fonctionnaires ne fassent pas correctement leur travail. Après avoir parcouru un peu les ruelles, nous avons vu des eaux usées s'écouler sur le sol. Ces eaux usées ont créé un environnement insalubre. De plus, il y a des résidus d'eau usée noire sur le sol. Après le nettoyage des égouts, ces résidus, qui obstruaient les canalisations, ont été entassés dans un coin. La femme à côté de nous vit juste à côté de cette fosse d'égout et est mécontente de ses conditions de vie. Nous l'avons rencontrée et lui avons demandé de nous montrer son logement. Elle nous a pris pour des journalistes et nous a aidés, espérant peut-être que la rue devant sa maison serait réparée. Voici son logement. La cuisine n'a en fait pas l'air trop mal. Cependant, le cadre de vie de cette femme est marqué par le bruit et la pollution. L'idée que les égouts puissent déborder dans la maison pendant la saison des pluies est angoissante. Ciao le maillot. Tu as vu la situation dehors aussi, n'est-ce pas? L'odeur des égouts là-bas arrive chez moi toute la journée. Oui, les gouttières sont remplies d'eau usée. Si seulement ça s'arrêtait là. Quand il pleut, toute l'eau des égouts entre dans la maison. Les ordures devant ma porte ne cessent d'augmenter. Il y a des déchets presque partout. J'essaie vraiment d'être patient en vivant ici. D'un côté, l'eau de pluie arrive, je nettoie cet endroit. Un autre jour, il y a des tas d'ordures de l'autre côté de ma maison. Je souffre vraiment et j'ai du mal à tenir. On a besoin d'argent, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'on a continué à rester ici. En résumé, je vis dans un endroit horrible et ici, ça ne s'améliorera jamais. Après être partis, nous nous sommes rendus dans une zone un peu plus dégagée. Du linge était suspendu à des cordes attachées à des poteaux. Des animaux errants se promenaient. Juste devant nous, il y avait plusieurs groupes d'enfants d'âge similaire. Nous nous sommes approchés d'eux, pensant pouvoir obtenir des informations. Les enfants sont généralement plus disposés à parler. Nous vivons dans ce quartier et nous courons tous vite. Nous essayons de nous approcher des riches pour leur soutirer de l'argent. On doit gagner de l'argent, tu comprends? Vous faites tous ce travail? On se sépare en groupes. Il y a 4 ou 5 personnes dans chaque groupe. Par exemple, là-bas, il y a un autre groupe d'enfants. Eux, ils travaillent dans une autre zone. Personne n'entre dans la zone de l'autre. Nous sommes tous amis et en cas de problème, on se porte secours. Surtout, ne partage pas ça sans flouter nos visages. Le quartier où nous vivons est connu et ils pourraient venir nous attaquer. On aurait des ennuis, tu comprends? Mais ces enfants d'apparence innocente suivaient en réalité les passants dans la rue pour leur faire les poches. Ils n'allaient pas à l'école et ne s'épanouissaient pas. Comme personne ne leur proposait de véritable travail, ils s'étaient retrouvés dans un métier dangereux, bien loin de l'innocence. À mesure que les gens passaient, les enfants leur arrachaient rapidement leurs portefeuilles et leurs sacs avant de s'enfuir en courant, disparaissant dans les ruelles. Nous avons dit aux enfants que nous étions curieux d'en savoir plus sur leur histoire. Peut-être que s'il y avait des gens dans le coin qui voulaient parler, ils pourraient nous les présenter. Sont extrêmement... Je travaille. Eux, ils se plaignent tout le temps. Quelqu'un doit bien faire ses métiers et il faut produire. C'est pourquoi je ne reste pas sans rien faire. Si tu travailles, tu trouveras aussi une femme. Toute femme viendra à un homme qui travaille, c'est comme ça. Les garçons restent couchés à la maison, ils ne servent à rien. Du coup, c'est moi qui dois faire ces travaux. Il y a tellement de personnes différentes, avec des mentalités variées par ici. Peu importe à qui vous parlez, chacun vous racontera une histoire différente. Par exemple, il y a un homme qui coud des vêtements dans un atelier et qui a peur de l'intelligence artificielle. Il suit toutes les avancées sur son téléphone et s'inquiète de se retrouver au chômage à l'avenir. Je travaille 12 heures par jour dans un atelier textile pour un salaire dérisoire. Alors que nous n'arrivons même pas à joindre les deux bouts avec ça, nous risquons maintenant de perdre notre travail. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ils disent que des robots dotés d'une intelligence artificielle avancée vont travailler dans les ateliers à notre place. C'est pour cela que nous sommes inquiets, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le pays et qu'il n'est pas facile de trouver un emploi stable. Je suppose que la peur de perdre ton travail à cause de l'intelligence artificielle t'effraie. Nous, les humains, avons travaillé dans ces secteurs pendant des années et acquis de l'expérience. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse produire des articles de la même qualité que nous. Si les gens deviennent chômeurs à Mumbai, cela provoquera un grand chaos. La criminalité augmentera et l'ordre public dans le pays sera perturbé. À mon avis, ils devraient réfléchir à 2 fois avant de prendre une nouvelle initiative et éviter de rompre avec la tradition. Ici, presque tous les habitants, femmes et enfants compris, essaient de survivre. Même actuellement, les gens ne vivent pas dans le luxe et passent leur journée simplement pour avoir de quoi manger. Les femmes cousent des boutons et contribuent à l'économie du foyer. Quant à nous, les hommes, nous cousons des vêtements pour de grandes marques en travaillant 12 heures sous une chaleur et une humidité intense. Nous gagnons entre 15 et 20 000 par mois et nous travaillons dans cet endroit humide. En tant que peuple, nous sommes travailleurs, mais la technologie n'a plus besoin de la force humaine. Il n'y a pas de piste cyclable. Les enfants risquent donc d'être victimes d'un accident à tout moment. Comme dans les ruelles, les rues principales sont jonchées de tas d'ordures et d'animaux affamés et sans défense. Les enfants chanceux peuvent aller à l'école et ont la possibilité de se construire un avenir meilleur. Les bidonvilles se composent principalement de constructions à 1 ou 2 étages avec des fils électriques qui passent au-dessus des têtes. Il n'y a absolument aucune route goudronnée dans ces quartiers. On a d'autres choix que de marcher ou de rouler sur des chemins de terre. Lorsque les véhicules passent sur la terre, ils soulèvent d'énormes nuages de poussière que les gens inhalent, ce qui entraîne des maladies pulmonaires. Les femmes sont également très rares dans cette zone. Dans ces quartiers, les hommes sont près de 10 fois plus nombreux que les femmes. La zone semble complètement dominée par les hommes. Sur 10 personnes que l'on croise, 9 sont sans aucun doute des hommes. Au bord de la route, on trouve des étals de fruits et légumes et des personnes vendant des légumes dans des boîtes de conserve. Nous avons eu l'occasion de parler à l'un d'entre eux. Il s'est avéré beaucoup plus enjoué que nous ne l'avions imaginé. Combien gagnez-vous en liquide par mois en ce moment? Entre 30 et 35 par mois. Comme il fait très chaud et humide, je travaille en débardeur. Dans cette ville, tout le monde travaille en débardeur. Avec autant d'humidité, il est impossible de porter des t-shirts normaux. Les vêtements nous collent à la peau et nous sommes accablés par la chaleur. Je suis satisfait de mon pays, mais le climat nous étouffe. J'aurais beaucoup aimé travailler dans les légumes en Europe, ouvrir un stand, mais pour l'instant, cela semble difficile. Mais la population indienne s'est beaucoup répandue en Europe. Ils ne veulent plus autant de migrants qu'avant. Je ne pense pas comme ça. Les Indiens peuvent facilement s'adapter à n'importe quel pays. Nous sommes des gens travailleurs. Pour vos grillades. Téléjournal. La GRC a arrêté ce matin un homme. Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. La GRC a arrêté ce matin un homme de 40 ans de Lévis, Mohamed Ali Benchawa, aurait diffusé de nombreuses publications en soutien au groupe État islamique sur TikTok. Et Philippe, les policiers ont des raisons de craindre qu'une infraction de terrorisme soit commise. Ouais, Benchawa qui était quand même visé par une enquête depuis un peu plus d'1 an. En fait, tout ça a commencé en mars 2025, alors qu'il y a eu un signalement sur le site d'Infosécurité nationale de la GRC. C'est finalement ce matin qu'il a été arrêté, vous l'avez dit, à son domicile de Lévis pour crainte de terrorisme. Il a fait face à la justice cet après-midi, en fait, dans la dernière heure pratiquement, où, il faut dire, il n'y a pas eu d'accusation contre lui. Il a été remis en liberté
portée, mais avec une très longue liste de conditions toutefois. Par exemple, il ne pourra pas avoir accès à Internet, aux réseaux sociaux, consulter des documents qui font la promotion de groupes terroristes reconnus par le Canada. Il devra également porter un bracelet électronique de géolocalisation. Pourquoi procéder de cette façon? Je vous propose d'entendre le procureur à ce sujet qui explique que l'enquête se poursuit du côté de la GRC et qu'on voulait contraindre ses mouvements et ses actions le plus possible en attendant. Le but de la démarche aujourd'hui, c'est notamment de causer un arrêt d'agir, également d'outiller les policiers avec des mesures de surveillance additionnelles et de soumettre monsieur à des conditions qui vont faire en sorte d'atténuer le risque qu'ils puissent commettre des infractions potentielles. Et Philippe, ça remet de l'avant la lutte contre l'extrémisme religieux. Et pour l'Observatoire de radicalisation et d'extrémisme violent, on nous dit que ça met en lumière aussi le resserrement qu'il devrait y avoir dans ce secteur à travers le pays, parce que vous allez l'entendre, les actes, de violence en ligne notamment, et d'extrémisme religieux en fait en ligne, sont de plus en plus nombreux et les acteurs sont de plus en plus jeunes également. Il y a effectivement une recrudescence de cas de radicalisation en lien avec le politico-religieux, notamment à l'aune des conflits israélo-palestiniens, du conflit en Iran. Il y a eu aussi un certain retour de la part de groupes associés ou affiliés, alors parfois c'est pas toujours clair, à l'État islamique en ligne. À la GRC, on nous dit qu'on continue l'enquête, l'analyse des preuves. Le prochain rendez-vous devant la justice devrait être au début du mois de juin. Philippe Lheureux au Palais de justice de Québec, merci beaucoup.